Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la conception universelle de l'apprentissage, dans laquelle je vais vous parler plus spécifiquement de l'évaluation inclusive et de la mesure du temps supplémentaire pour tous. Donc, la conception universelle de l'apprentissage est inspirée du design universel en architecture. Donc, on n'a qu'à penser, par exemple, aux rampes d'accès, aux portes automatiques qui sont prévues lors de la construction d'immeubles. Elle part du principe selon lequel la diversité est devenue la norme, prône la planification inclusive de l'enseignement plutôt que l'accommodement individuel, ce qui vise à instaurer l'égalité des chances et à éviter la stigmatisation des étudiants aux besoins particuliers. Donc, qui sont ces étudiants aux besoins particuliers? On a le réflexe de penser aux étudiants qui ont un diagnostic, par exemple, de troubles d'apprentissage, comme les étudiants en situation de handicap. Donc, parmi les étudiants en situation de handicap, on retrouve non seulement ceux qui ont un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, on retrouve des étudiants avec un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, d'autres étudiants qui peuvent avoir un trouble du spectre de l'autisme, des étudiants qui peuvent avoir des limitations physiques, donc des personnes malvoyantes, des personnes qui doivent se déplacer en chaise roulante, ou encore des étudiants qui ont des problèmes, un trouble de santé mentale, comme un trouble d'anxiété, par exemple. Mais il n'y a pas seulement ces étudiants-là qui ont des besoins particuliers. Par exemple, les étudiants immigrants ont également des besoins particuliers, notamment parce qu'ils peuvent rencontrer des difficultés relatives à leur intégration, à leur adaptation, que ce soit d'ordre culturel ou linguistique, particulièrement pour ceux dont la langue française n'est pas la langue d'origine. Il y a également les étudiants surdoués. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, les étudiants surdoués peuvent rencontrer des difficultés scolaires, notamment parce qu'ils peuvent se sentir sous-stimulés, ils peuvent s'ennuyer. Donc, à ce moment-là, l'école ne répond pas bien à leurs besoins. Ça peut même les mener jusqu'à décrocher. Puis, les étudiants surdoués peuvent être également, comme on appelle, doublement exceptionnels, ce qui signifie qu'en plus d'avoir de la douance, ils ont un diagnostic ou ils peuvent ne pas être encore diagnostiqués, mais ils ont un trouble, un handicap supplémentaire, comme par exemple un trouble d'apprentissage ou un trouble de santé mentale. Les étudiants qui éprouvent des difficultés temporaires ou circonstancielles ont également des besoins particuliers. Donc ça inclut tous les autres étudiants qui n'ont pas un handicap permanent, mais qui peuvent rencontrer des difficultés dues, par exemple, à une rupture amoureuse, au décès d'un proche, à une dépression majeure, à un traumatisme crânien à la suite d'une chute, par exemple. Et ces difficultés-là vont interférer avec leur réussite scolaire. Ça peut aussi être des étudiants qui auraient de la difficulté dans une discipline spécifique, donc qui sont bons en français, mais qui sont moins bons en mathématiques, par exemple. Quelques avantages de la conception universelle des apprentissages. Donc, elle permet d'éviter l'exclusion et la stigmatisation. Donc, ça évite d'étiqueter les étudiants qui ont des besoins particuliers. Elle est équitable car elle favorise la réussite de tous les étudiants. Donc, elle vise à éliminer les barrières plutôt de faire des accommodements individuels. Donc, ça doit être pensé en amont. Elle diminue le stress des étudiants aux besoins particuliers, également celui des enseignants, parce qu'ils n'ont plus à gérer au cas par cas les accommodements individuels. Elle contribue à développer l'autonomie des étudiants. Donc, c'est une approche qui prône le développement de l'autonomie, par exemple en enseignant des stratégies cognitives et métacognitives, des stratégies d'apprentissage que les étudiants vont pouvoir réutiliser par la suite. Donc, ils vont pouvoir s'approprier les stratégies qui leur conviennent le mieux et favoriser leur réussite scolaire. Et finalement, elle constitue un investissement durable. Donc, c'est sûr que quand on décide d'intégrer la conception universelle des apprentissages à notre enseignement, ça peut demander un certain temps au début, un certain investissement, puisque il faut réfléchir, il faut tout planifier en fonction de cette approche-là. Mais une fois qu'elle est mise en place, on gagne du temps, puis on évite plein de complications et plein de gestion à la pièce. Quelques principes de la conception universelle des apprentissages.
Cette conception prône un enseignement flexible et équitable. Donc, qu'est-ce qu'un enseignement flexible et équitable? On peut penser par exemple à la différenciation pédagogique ou encore au fait de varier les méthodes, les moyens de représentation. Donc, ça peut être par exemple d'offrir un document visuel doublé d'un appui audio ou le contraire, de faire une présentation orale et de la doubler d'un document visuel. Et aussi d'utiliser des méthodes, des stratégies pédagogiques variées, par exemple des exposés interactifs, des capsules vidéo, des lectures de texte, des manipulations, pour rejoindre en bout de ligne le plus de types d'apprenants possible. La CEA prône également un espace et un climat qui soit inclusif. D'un point de vue purement physique, là, il faut penser à aménager l'espace de manière à ce que, par exemple, des étudiants qui auraient des limitations physiques puissent circuler sans trop de difficultés. Également, aménager l'espace en fonction des stratégies pédagogiques qu'on va utiliser. Si, par exemple, on exploite beaucoup les interactions, le travail en équipe, il y a moyen d'aménager la classe, de disposer les bureaux de manière à favoriser cette approche-là. C'est également un climat là, qui va être un climat bienveillant dans le fond, sans jugement, qui va être sécurisant pour les étudiants et qui va favoriser les interactions harmonieuses entre les étudiants et entre les étudiants et l'enseignant. Un autre principe de la CEA, c'est d'enseigner des stratégies d'apprentissage qui favorisent l'autonomie. Donc, ça peut être des stratégies d'ordre cognitif ou métacognitif qui vont aider les étudiants à étudier, à faire de meilleurs apprentissages. Donc, on peut leur donner, par exemple, des stratégies de lecture, quelles actions poser pour bien s'approprier, pour bien comprendre un texte. Ça peut être des stratégies par exemple, de synthèse, de prise de notes, etc. Là, il y a toutes sortes de stratégies d'apprentissage qui sont possibles d'enseigner. La métacognition, donc d'amener l'étudiant à réfléchir justement aux stratégies qu'il utilise et de la manière dont il peut les améliorer et de lui fournir aussi des outils d'auto-évaluation et de suivi de ses apprentissages. Ensuite de ça, un autre principe de la CEA, c'est d'offrir de multiples moyens de participation et d'expression. Ça peut se faire en donnant diverses options d'activités, par exemple, en invitant les étudiants à participer à la création du cours, en proposant des tâches authentiques, etc. Donc, pour être plus concret, quelques exemples de pratiques d'enseignement en accord avec la CEA. Ça pourrait être de fournir des textes à lire en format Word ou PDF, donc pas seulement sur papier, afin que l'étudiant malvoyant ou ayant un trouble du langage écrit puisse utiliser un logiciel de synthèse vocale. Ça peut être aussi de fournir des outils pour faciliter la prise de notes, comme des notes trouées, des questions pour orienter la prise de notes, des cartes conceptuelles à compléter, des PowerPoint imprimés avec un espace pour que l'étudiant puisse inscrire ses commentaires. Ça peut être de former les équipes de travail afin d'inclure des étudiants qui ont de la difficulté à sociabiliser, comme ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble anxieux, par exemple. Et ça peut être aussi d'utiliser la stratégie de la classe inversée pour permettre aux étudiants d'apprendre à leur rythme et offrir un enseignement et un soutien plus personnalisé lors de la portion application en classe. Donc maintenant, si vous voulez quelques exemples de pratiques d'évaluation inclusive, évaluer de manière inclusive, ça peut être de varier les méthodes d'évaluation, donc de proposer des exposés oraux, des rapports écrits, des examens, donc de ne pas toujours proposer le même modèle d'évaluation. Ça peut être de proposer différentes options pour les présentations orales. Donc, par exemple, pour mieux convenir aux étudiants qui auraient un trouble anxieux, on peut leur proposer de faire leur exposé soit devant la classe, soit sous la forme de capsules vidéo, soit sous la forme d'un podcast ou d'un groupe de discussion, par exemple. Ça peut être aussi d'offrir des examens maison afin de faciliter la gestion du temps et la concentration des étudiants aux besoins particuliers, comme ceux qui ont des problèmes d'anxiété.
ou encore d'offrir des consignes détaillées, une grille d'évaluation descriptive et des exemples de travaux pour que les étudiants puissent se représenter clairement ce qu'ils ont à faire. Donc, le temps supplémentaire pour tous les étudiants, c'est une autre mesure là, qui respecte la CUA. Donc, c'est une pratique pour inclure les étudiants en situation de handicap qui ont droit à l'accommodement du temps supplémentaire lors des évaluations sommatives. Il y a d'autres avantages, notamment ça permet d'inclure aussi tous les étudiants qui ont des difficultés, qu'elles soient permanentes, temporaires ou circonstancielles, et elle évite aux enseignants de gérer les accommodements individuels. Est-ce que c'est une mesure équitable? En fait, le droit à du temps supplémentaire n'est pas un privilège, mais un accommodement. Autrement dit, l'idée n'est pas de favoriser l'étudiant, mais plutôt de lui offrir le temps dont il a besoin pour faire un examen. En ce sens, le fait de mettre en place des conditions favorables à la réussite de l'examen par tous les étudiants est équitable. Toutefois, il y a des risques d'une telle pratique. Particulièrement, on peut mal estimer le temps requis pour faire l'examen ou encore être confronté au sentiment d'injustice de certains étudiants. Comment éviter les écueils? Tout d'abord, c'est important de tester son examen pour évaluer le temps requis. Ça peut être, par exemple, en faisant l'examen soi-même et en allouant 2 à 3 fois le temps que ça nous a pris pour le faire. Tout dépend de la vitesse à laquelle nous, on le fait et aussi du niveau de nos étudiants. Donc, il faut aussi penser à donner du temps supplémentaire si l'examen est à livre ouvert pour laisser le temps aux étudiants de chercher les réponses dans leurs livres et aussi de laisser du temps supplémentaire si l'examen est à distance parce que ça peut impliquer des soucis techniques si les étudiants ont une connexion lente ou autres soucis techniques. Ensuite de ça, c'est important de raccourcir son examen si on a une plage horaire restreinte. Si par exemple, on doit absolument faire l'examen à l'intérieur d'1h30, à ce moment-là, c'est mieux de le raccourcir pour être certaine de respecter la mesure du temps supplémentaire pour tous. Donc, pour le raccourcir, dans le fond, on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin vraiment de poser toutes ces questions-là pour vérifier l'atteinte de la compétence des objectifs du cours? Est-ce que je pourrais vérifier certains éléments lors de d'autres évaluations? Il ne faut pas oublier que l'évaluation finale doit avoir un caractère intégrateur plutôt que récapitulatif. Ensuite de ça, on peut aider les étudiants à gérer le temps imparti. Donc, on peut leur allouer ou leur suggérer un temps précis pour faire chaque partie de l'examen, par exemple, ou pour réaliser chaque étape de l'évaluation. C'est important de leur rappeler l'importance d'étudier, même si l'examen est à livre ouvert, parce que s'ils n'ont pas étudié, ils risquent de ne pas avoir le temps de faire l'examen. Ils vont prendre du temps pour chercher dans leurs notes, tout ça. Donc, c'est important qu'ils sachent où se trouve l'information dont ils ont besoin dans leurs notes de cours. Aussi, pour aider les étudiants à gérer le temps imparti, on peut leur proposer justement de faire une synthèse de leurs notes de cours avant l'examen. Puis cette synthèse-là peut même être faite intégrer en tout cas des tableaux, des schémas, tout ça pour les aider à organiser leurs connaissances. Ça va favoriser leurs apprentissages, ça va favoriser leur rétention. Et on peut même demander qu'ils utilisent seulement ce document-là, seulement cette synthèse-là pour l'examen. Donc, ce serait le seul document auquel ils auraient droit pendant l'examen. Finalement, c'est important d'expliquer aux étudiants quels sont les objectifs de cette pratique-là, parce que souvent, le sentiment d'injustice des étudiants vient d'une méconnaissance de la conception universelle des apprentissages, de l'évaluation inclusive et plus spécifiquement de cette mesure du temps supplémentaire pour tous, donc une incompréhension des objectifs de cette mesure. Donc, c'est ce qui termine la capsule sur la CUA. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous souhaite bon travail.